Alors, j'ai reçu un mail tout à l'heure. Donc, je voulais vous en parler parce que j'ai comme projet de faire un autre podcast qui s'appelle Histoire paysanne. Et le but de ce podcast, c'est de rencontrer des paysans qui travaillent pour produire une nourriture saine. Et donc ce sera des éleveurs, des céréaliers, des paysans boulangers, des fromagers, enfin voilà, c'est très large. Et en fait, donc ça n'est pas du tout lié à ça, mais depuis quelque temps j'y pense et j'ai envie d'apporter cette contribution au débat, disons, public sur l'agriculture. Et j'ai reçu un mail, bon je pense que c'est des mails envoyés comme ça à beaucoup de gens, donc je vous le lis. Message pour les commerces qui exploitent les animaux. Chers Hugo et Chloé, bonjour. Le maître suprême Ching-Hei a envoyé un appel urgent dont voici un extrait. Vous devez savoir cela avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Vous irez en enfer et vous souffrirez tellement plus, 1000 fois plus que ces animaux et les gens qui souffrent à cause de votre commerce sanglant. Cordialement, Tony, Association internationale de maîtres suprêmes Ching-Hei. Voilà. Donc j'ai cliqué sur le lien parce que ça pouvait être intéressant. Et on arrive sur le site Supreme Master TV. Donc c'est un site où je pense elle passe les messages. Voilà. Donc ce maître suprême Ching-Hei, c'est une humanitaire assez connue, coréenne. Enfin moi je connaissais pas, mais voilà, elle milite pour la paix, pour le droit des animaux, le droit des hommes. Enfin. Alors, je vais vous lire le message entier qui nous a été envoyé suite à ce courriel. Message urgent du maître suprême Ching-Hei pour tous les commerces liés à la viande animale et les propriétaires d'usines d'élevage, ainsi qu'aux industries de la pêche, des œufs, lait, fourrures, cosmétiques, de tests de laboratoire et de cuir. Chers commerçants de viande animale, personnes, groupes et propriétaires d'usines d'élevage de bétail, s'il vous plaît, tenez en compte car c'est très très important pour vous. Vous devez savoir cela avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Voici ce pourquoi l'enfer vous condamnera. Peut-être que vous ne l'avez pas fait exprès, peut-être que vous n'y avez pas pensé, mais vous devez y penser parce que cela vous concerne. Vous irez en enfer et souffrirez tellement plus, 1000 fois plus que ces animaux et les gens qui souffrent à cause de votre commerce sanglant. Je ne jure pas. Le sang est sur vos mains, sur votre corps, dans vos cheveux, dans votre estomac, dans votre souffle, dans vos poumons, dans vos voitures, dans vos maisons, dans votre nourriture, vos chaussures, les chaussures en cuir que vous portez. Tout est taché de sang, trempé de sang. Changez tant que vous le pouvez encore. Commencez une nouvelle vie. Je promets d'intervenir auprès du ciel en votre nom, car je vous aime aussi, malgré ce que vous avez fait. Alors cessez les meurtres. Arrêtez maintenant et repentez-vous, afin que la miséricorde de Dieu ne soit pas entravée pour vous et les vôtres. Que Dieu vous aide à vous éveiller bientôt. Voilà le message que cette association souhaite faire passer. Alors je dirais que dans un autre moment j'aurais laissé passer et... Alors je dis pas que ça me fait pas réfléchir, mais là je trouve que c'est d'une tristesse affligeante. Alors déjà je précise que je suis pas croyante et je ne veux en aucun cas offenser ceux qu'ils sont par mes propos. Je n'ai aucune culture religieuse, ça ne m'intéresse pas. Et si j'en avais une, je pense que ce Dieu auquel on se réfère beaucoup devrait être un petit peu plus parfait que ça. Bref. Alors ça m'amène à réfléchir et à penser évidemment à ma vie, parce que moi ma vie c'est l'élevage et c'est les animaux. Alors pour une éleveuse, c'est évidemment ça nous touche ce genre de message et c'est aussi très énervant. Parce que c'est des propos pour moi extrémistes. Je rappelle juste que l'enfer c'est quand même une invention de la religion. Voilà. Et le problème aussi c'est que c'est pour moi un manque cruel de connaissances.
Je veux dire, si Dieu existait et s'il était si fort qu'on le prétend, pourquoi est-ce qu'il nous aurait pas fait couverts de laine? Ça éviterait qu'on mette des habits. Pourquoi est-ce qu'on est aussi fragile et qu'on doit habiter dans des maisons? Pourquoi est-ce qu'on sait pas marcher et qu'on déplace 60 kilos dans des voitures d'une tonne? Enfin, voilà. C'est peut-être la faiblesse de l'homme, vous me direz. Je sais pas. Le problème avec ce genre de message et ce genre d'idée qui se répand et qui se répand dangereusement, c'est pour ça que je m'exprime aussi, parce que c'est pas du tout ma vision des choses, c'est que c'est un monde mortifère. Et c'est un monde qui n'est en rien relié à la nature. La mort, alors je parle pas de la mort pour la viande, mais la mort de manière générale, dans une ferme, et dans tout système vivant, c'est le terreau de la vie. En fait, la mort fait partie de la vie et c'est un cycle, quoi. Nous, on ne veut plus voir la mort, on ne veut plus connaître les fins de vie douloureuses, enfin, voilà. Et quand vous dites à des éleveurs ou que ce qu'ils font, c'est le commerce de la mort, c'est vrai dans un certain sens pour un certain système, mais je suis pas d'accord qu'on mélange tout. C'est trop simple. C'est trop simpliste et surtout c'est une idée idéale et idéalisée de la nature. Alors, je parle de mon élevage. Je ne cautionne pas du tout les fermes-usines, enfin voilà. Mais dans mon élevage, c'est une chance pour tous, en fait, à la naissance, parce que ils ont des conditions de vie et d'alimentation sûres et sécurisées, et ils sont bien loin de la vie dure de la nature, de devoir se déplacer, trouver de la nourriture en toute saison, faire face à la prédation. La nature, quoi. Je veux dire, la nature, c'est pas juste les papillons, c'est pas juste des gazelles dans les bois, c'est pas ça, c'est le vivant, c'est la lutte pour la survie, quoi. Et vous savez ce que j'ai été faire tout à l'heure? Il y a une brebis qui a beaucoup de lait et je la trais, en fait, à la main pour en récupérer. Et c'était après cet email et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce que là, je brutalise la brebis? Est-ce que c'est une violence faite à son corps, sa personne, enfin bref. Et je le ressens pas du tout comme ça. Et pour moi, il n'y a pas de vie plus respectueuse de la nature et du vivant qu'une vie où vous produisez ce que vous avez besoin. En nourriture, ou enfin, je fais un parallèle avec la laine parce que c'est une autre de mes passions. Et je veux dire, où est le mal de tondre un mouton à la bonne période et d'utiliser sa laine? Dieu, dans sa création, a quand même loupé des choses, quoi. Pourquoi on est aussi dépendant de la vie des autres? Et je tiens aussi à dire que pour moi, l'homme est en train de mettre une valeur et une hiérarchie dans le monde du vivant, végétal, animal, et c'est dangereux aussi, parce que le maraîchage, comme on le pratique, biologique et tout, il est aussi très fertile grâce au fumier des moutons. Et bien sûr, ça consomme certainement moins d'énergie et d'eau et une carotte que 100 grammes de beefsteak, mais c'est aussi du vivant. Et les plantes sont aussi vivantes. Alors c'est un sujet très très sensible pour moi parce que j'ai peur que cette vision du monde soit dominante un jour. Et pour moi, c'est horrible, quoi. C'est horrible parce que c'est encore plus se couper de nos racines, quoi. Et dans cette vision du végétalisme, enfin c'est même, je pense que c'est du véganisme pour ce maître suprême. Oui, il faut changer les choses et l'agriculture, c'est pas rose. Mais on peut pas avoir cette vision-là. C'est vous enlevez aux gens la possibilité, le pouvoir qu'ils ont d'être autonomes. Comment les gens vont faire des steaks in vitro sans animal? Personne ne pourra faire ça. Qui pourra le manger? Les plus riches. Il y a aussi un autre problème dans cette vision, je trouve que c'est une vision occidentale élitiste qui ne prend pas en considération toutes les agricultures vivrières de par le monde, tous les humains qui survivent grâce aux animaux dans des régions où il y a que ça. Je veux dire, au Tibet, sans le lait de yak, ce serait compliqué, quoi. Les Inuits, sans la pêche, ce serait très compliqué. Et sans juste parler de l'alimentation, il y a aussi toute la force de travail des animaux.
Est-ce que dans une société où on dit il faut réduire les énergies fossiles, est-ce que le travail de l'animal, est-ce que la force de l'animal n'est pas une richesse? Je sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que on n'est plus, on est dissocié de la nature, dissocié. On peut pas être coupé de la nature. Ce que vous mangez, c'est la nature. Ce que vous respirez, c'est la nature. Personne ne peut vivre sans la nature. Et je crois que c'est une erreur de croire que la technologie va créer de la viande sans viande, va aménager Mars ou... Il faut qu'on travaille dans des cycles vertueux avec ce qui est à notre portée. Le plus local possible, le moins transformé. Alors oui, ça veut dire changer notre agriculture, ça je le crois, parce que le modèle dominant est aussi mortifère que ces idées de mode alimentaire. Donc voilà, le sentiment ce soir après ce message. Donc je vais aller voir mes animaux. À bientôt. Je voulais enregistrer pour répondre à certaines de vos questions. Donc j'en ai une qui revient assez souvent depuis peu, c'est comment je fais mes podcasts. Alors je précise, je suis pas une professionnelle de l'audio, mais j'ai appris quelques petites choses en faisant tout simplement. Alors premièrement, j'ai longtemps hésité avant de me lancer parce que je voulais que ce soit parfait. Bon, c'est un petit peu mon défaut. Je me suis lancée en me disant mieux vaut que j'en fasse même si c'est pas parfait et que je m'améliore plutôt que de ne rien faire. Donc je me suis lancée il y a 2 ans ou 3 ans avec mon premier podcast qui s'appelait Journal d'une curieuse créative. Donc il est encore en ligne, vous pouvez le télécharger sur mon site internet l'atelierfibrelaine.com. Et c'était un podcast, je voulais en faire le planning prévu, c'était 1 par mois d'une durée de 45 minutes à 1 heure. Bon, j'ai pas tenu ce planning parce que je sous-estimais le temps de travail. Derrière 45 minutes de podcast, il y a bien sûr l'enregistrement, et puis le montage, et puis la mise en ligne sur internet, ce qui demande du temps. Et j'avais aussi envie de faire un podcast intéressant, je crois. Et en fait, j'avais plusieurs segments, notamment à la ferme. Donc là, c'était des nouvelles du travail à la ferme. C'est l'atelier, ça c'était plutôt mes créations en laine, mes activités créatives. Il y avait un segment lecture sur les livres que j'avais bien aimés. Et il y avait un segment curiosité que j'aimais beaucoup, mais qui me demandait quand même pas mal de travail d'information et de notes. Donc j'ai fait 2 saisons, je crois, de ce podcast, et puis j'ai laissé un petit peu tomber. Et en début d'année, j'ai arrêté souscription à l'hébergeur de podcast parce que je n'enregistrais plus, donc je voulais plus payer mensuellement cet abonnement. Et en fait, ça me manquait quand même un petit peu. Beaucoup en fait écouter des podcasts. Je trouve que c'est très très intéressant, très mobile, c'est très vagabond et très éducatif. Et je me suis dit, vu que j'en consomme beaucoup, pourquoi ne pas y apporter ma part? Et donc je me suis dit, fais quelque chose peut-être de moins travaillé, moins cadré et tout, mais fais-le plus souvent. Et donc c'est là qu'est venue l'idée des carnets sonores en fait. C'était vraiment d'avoir un micro vagabond et de parler de tout ce qui m'intéresse, de tout ce qui touche, de ce qu'on fait à la ferme, de ce que je fais avec la laine ou tout ce qui m'intéresse, à savoir beaucoup de choses. Et pour le premier podcast, j'avais un micro fixe branché sur l'ordinateur. C'est plus le modèle, mais Technica A20 ou j'essaierai de vous le mettre dans les notes. Et donc il fallait que à la maison on a un ordinateur qui est souvent en bas, mais c'était pas l'idéal pour enregistrer parce que on vous conseille de vous mettre dans une pièce où il y a beaucoup d'objets pour pas que ça fasse trop d'écho. Enfin bref, je voulais suivre tous ces conseils-là. Donc il fallait que je monte l'ordinateur dans la chambre, que j'installe le micro, que je note, que je trouve au moins 1 heure de solitude pour pouvoir déjà commencer à enregistrer. Donc c'était quand même très compliqué. Et puis ensuite il y a tout ce qui est montage, donc ça c'est à une fois l'enregistrement fait, les petites corrections à apporter au fichier audio pour que ce soit agréable à l'écoute. Donc le nouveau format des carnets sonores, c'est un micro Zoom des enregistreurs vocaux qu'il y a de disponible ou mon téléphone. Donc le son est pas forcément parfait, j'en suis consciente,
mais j'enregistre. Et c'est ça qui est important finalement. Alors, pour faire un podcast, donc j'enregistre mes petites capsules sonores et j'essaie de prendre les sons de mon environnement, donc soit quand je marche, soit quand je suis au pool, les moutons. J'essaie de prendre les grillons, mais on les entend jamais. J'enregistre, je nomme ce fichier ouvrir les poules, balade en forêt, n'importe quoi. Et après, je l'importe dans un logiciel gratuit qui s'appelle Audacity. Et de là, je fais mon montage. Le montage, ça prend un petit peu de temps, mais plus je fais et plus c'est rapide. Donc j'essaie de faire le montage minimum, parce que justement ça prend du temps. Et en fait, ça consiste principalement à enlever les gros blancs et les tics de langage, comme les en fait, donc, tout ça. Pour que votre écoute soit assez fluide et agréable, quoi. Et après tout ça, donc j'ai un fichier MP3 ou Wave, un format audio en fait, et je le télécharge sur l'hébergeur de podcast. Donc moi j'utilise Buzzsprout, qui est gratuit. Ils ont un plan gratuit en fait, donc j'ai droit à 2 heures de son en fait par mois. Par contre, c'est juste conservé 90 jours. Si vous voulez plus d'heures et que l'épisode soit conservé indéfiniment, c'est payant. Donc de là, j'importe ce fichier MP3 et je le nomme, je mets une jolie photo et après ça part sur les plateformes d'écoute de podcast. Voilà. Donc moi, j'ai juste à mettre cet épisode sur mon site, dans un article de blog, et puis à l'annoncer sur les réseaux sociaux. Voilà en gros comment ça se passe pour mes podcasts. Alors, là justement, j'aime bien marcher et parler en même temps. Et là, on est arrivé au pool et il est 22h, donc on va les fermer. Alors, je vais essayer de mettre le micro dans le poulailler, on entendra quelque chose. Allez, on attrape. Et voilà. Donc j'espère que ça a répondu à votre question. Après, il n'y a rien de très très compliqué. Le plus difficile, c'est de se lancer et de tenir dans la durée. Donc on va voir si avec ce podcast ça sera le cas. Mais je voulais vous remercier pour votre écoute déjà, vos commentaires, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à me laisser un commentaire dans un article de blog ou un mail ou sur Instagram, enfin là où vous préférez. Alors, l'autre question qui m'est souvent posée, c'est comment est-ce que tu arrives à faire tout ça ? Alors, j'ai l'air de faire beaucoup de choses, mais finalement, c'est pas tant que ça. Donc oui, je travaille à la ferme. On a une ferme avec mon compagnon et on a une petite fille qui a un peu plus de 3 ans. Et donc mon métier, c'est de élever des moutons. J'en ai 150 pour faire des agneaux, pour vendre de la viande d'agneau. Et Hugo, il est maraîcher en légumes variés, de plein. Donc ça nous occupe une grande partie de notre temps quand même. Et à côté de ça, j'ai pas mal de passion, d'intérêt, de curiosité pour les choses qui se rapprochent de la laine notamment, mais plus généralement de tout ce que je peux faire et qui me sert entre guillemets au quotidien. C'est-à-dire que j'aime bien faire du savon par exemple, j'aime bien faire des gros seaux de pâte à pizza, j'aime tricoter des chaussettes. Et en fait pour moi, difficile de différencier mon métier, qui est plus un mode de vie, de mes autres passions. En fait, je fais beaucoup de choses qui me plaisent, mais qui sont utiles entre guillemets au quotidien. J'aurais beaucoup de mal, par exemple, à faire de peinture, par exemple, parce que même si ça a une utilité esthétique, pour moi, c'est pas pratico-pratique. J'arrive à voir la beauté de cette activité, mais j'aurais du mal à la pratiquer. J'aime beaucoup faire des choses dont on a besoin au quotidien. Donc comment j'arrive à faire tout ça ? Je fais pas grand chose en fait. Enfin, je fais des choses, mais j'ai peu de loisirs à l'extérieur. Je vais très peu au cinéma, au restaurant. On n'a pas la télé, donc on regarde pas vraiment de télé. Notre ordinateur n'a plus de son depuis quelques années, donc c'est un peu compliqué de regarder quelque chose. Des fois, quand vraiment il y a quelque chose qui nous intéresse, on le regarde sur mon téléphone. C'est tout petit, enfin... Ma maison n'est pas très propre, je ne repasse pas, je suis pas une grande cuillère. Qu'est-ce que je ne fais pas et qui me laisse du temps pour mes autres activités ? Voilà, j'ai plus d'autres exemples, mais voilà en gros ce que je ne fais pas et qui me laisse du temps. Alors l'autre chose qui me permet de faire ce que je peux faire, c'est que j'ai un atelier
en fait, où il y a tout mon matériel. Donc quand je veux faire quelque chose, c'est prêt. J'ai rien à sortir, déballer, ranger, ressortir. C'est là, c'est sous la main. Et ça, je pense que c'est quand même un gain de temps assez notable. Ensuite, je travaille très peu sur des plages horaires parce que j'ai pas des grosses plages horaires de liberté. Donc j'essaie de grappiller 10 minutes par là, 5 minutes par-ci pour faire petit à petit ce que j'ai envie de faire. Par exemple, aujourd'hui, j'ai mis le carnet sonore numéro 8 en ligne. Et en fait, je l'avais monté hier soir, j'ai fait la photo ce matin, édité la photo ce matin. À midi, je l'ai téléchargé sur l'hébergeur de podcast. Et ce soir, j'ai mis sur les réseaux sociaux. Donc en fait, tout s'est pas fait en une seule fois de manière continue. Et ça, c'est vrai avec beaucoup de choses que je fais en fait. Je picore des minutes de liberté un petit peu partout. Et je pense que c'est un petit peu comme ça que j'arrive à faire ce que j'aime. Alors en ce moment, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que le maraîchage, c'est le plein boom. Il y a les foins, il y a tous les agneaux. Voilà, c'est compliqué. Mais en même temps, je suis consciente de cette saisonnalité et ça me gêne pas. Alors j'espère que ça a répondu à votre question. Je sais pas vraiment quoi dire parce que finalement, je fais pas tant de choses que ça. Enfin, j'ai des loisirs, mais c'est un petit peu toujours la même chose. Donc le tricot, la couture. Peut-être que c'est parce que je partage beaucoup que vous pensez que je fais beaucoup, mais je ne fais pas tant que ça. Du moins, j'ai pas l'impression. Et aussi, un autre point très important, c'est que je travaille à la maison, en fait. Et ça, j'y ai jamais pensé, mais j'ai pas de trajet. Je me lève, je petit déjeune, je marche 30 secondes, je suis au travail, quoi. Et ça, pour moi, c'est royal, quoi. Donc il y a ce temps de trajet que j'ai pas, je pense. On n'a qu'une petite fille, donc on n'a pas 4 enfants, donc ça prend aussi moins de temps. Puis voilà, j'essaie d'être efficace le plus possible, de grappiller des minutes par-ci par-là. Une autre question qui m'a été posée lorsque je vous ai demandé de me poser des questions pour un épisode des carnets sonores, c'est est-ce que je fais encore de la laine ? Alors la réponse est non, j'ai vendu toutes mes chèvres angora qui produisaient le mohair il y a un peu plus d'1 an. Et je fais plus de laine de manière professionnelle. Donc il me reste un petit peu des stocks. Il faudrait d'ailleurs que j'organise une petite vente, une braderie. Et au niveau de la laine des moutons, comme je l'expliquais dans le carnet sonore numéro 7, je ne la transforme pas non plus de manière professionnelle. Donc il n'y a plus d'activité professionnelle autour de la laine sur cette ferme. Voilà. Mais je crois que j'ai répondu. Il y en avait d'autres, mais je les ai oubliées pour l'instant. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser pareil en commentaire ou par mail. Moi, je vais rentrer à la maison, là. J'ai fermé les poules. J'entends les agneaux qui appellent leur maman pour aller au dodo. Et je vais faire pareil. Je suis de nouveau montée à la coupe de bois pour prendre un petit peu de hauteur, souffler un petit peu et réfléchir à la journée. Alors ça a été un dimanche assez chargé. On a rentré du foin, on a pressé d'autres bottes de foin, qu'on a rentré aussi parce qu'il prévoit de la pluie demain. On est allé biner les patates, donc il y a 3000 m², et puis emmener l'eau des brebis, aller voir tout le monde, récolter les œufs. Hugo est en train de coucher la petite et moi je me dis allez, je monte rapidement en vélo au point de vue. C'est vrai que je me suis rendu compte que ça m'apaisait d'être là en fait parce que quand on est un petit peu la tête dans le seau, c'est vrai qu'on se rend pas compte mais ça a de l'importance sur le moment et puis le lendemain c'est déjà oublié. Et de là où je suis assise, en fait, la ferme vraiment toute petite et il y a un grand horizon qui est aussi plein d'autres personnes, plein d'autres activités. Ça permet un petit peu de décentraliser, de donner un petit peu moins d'importance à la ferme, ou de changer les idées tout simplement. Donc là, je vais bientôt redescendre parce qu'il commence à faire sombre et quand je vais arriver en bas, ce sera le moment d'aller fermer la trappe des poules. Tout au loin, il y a des gros nuages blancs qui commencent à monter. Alors il prévoyait peut-être de l'orage demain. Je sais pas si ce sera pour nous. Ce serait pas mal parce que chaud, il y a eu beaucoup de jours de soleil, donc un petit peu d'eau ça ferait. Pour les foins, je me plains pas. On est à peine la moitié de la récolte, mais on a encore le temps. La qualité est très très bonne. Par contre, il y a un petit peu moins de quantité par rapport aux années précédentes.
Mais je pense qu'on va s'y retrouver parce que quand une botte est très bonne, je pense que c'est vrai, elle le mange un petit peu plus vite, mais il y a beaucoup moins de pertes en fait, beaucoup moins de revenus. C'est très bien valorisé. Donc on a commencé les foins un mois plus tôt que l'an dernier, je crois, et ce sera peut-être fini mi-juin. Alors c'était plutôt le moment où on commençait d'habitude, mais là ce sera peut-être fini. Donc voilà pour la journée à la ferme, intense et ravie d'être là à souffler un petit peu, reposer le corps et l'esprit. Et puis demain on sera prêt pour repartir. Alors le lundi matin c'est les récoltes au maraîchage. Et puis moi il faut que je répare une clôture, que j'aille voir mes brebis et bien surveiller les agneaux parce que c'est un petit peu l'époque des miasmes. Alors les miasmes en fait c'est des petits vers, des petits asticots qui se développent sur les mouches. C'est la ponte d'une mouche, il y a plusieurs espèces de mouches. Et des fois ça se met entre les ongles, derrière, sur les fesses, ça dépend. Et donc quand c'est pris à temps, ça sans gravité, on enlève ou les pontes ou les asticots aussi développés. Par contre si on un petit peu trop tard ou si on n'a pas fait une surveillance assez sérieuse, c'est vrai que ça peut avoir des conséquences sur l'animal. Déjà ça le gêne parce que ça grignote la peau en fait, et puis si on prend pas le problème à temps, ça peut se développer et prendre des proportions assez sérieuses. Donc voilà, là c'est un petit peu la période, donc la surveillance est accrue. Et puis on devrait également trier la semaine qui vient, trier les gros agneaux des petits et puis séparer les... Donc voilà le programme de la semaine. Alors on est sous le tilleul et on cueille les fleurs de tilleul. C'est précisément le moment de le faire. Il y a une fleur d'ouverte et les autres sont encore fermées. Et c'est à ce moment-là que je les cueille. Alors là, j'ai fait il y a beaucoup de tilleuls autour de la maison, donc je les fais un petit peu tous. Et là, je suis sous mon préféré, c'est le plus jeune. Et il fait des très grosses fleurs avec des belles feuilles. J'essaie d'en cueillir pas mal cette année parce que j'aimerais cueillir toutes mes tisanes en fait. J'aimerais ne plus en acheter. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses autour de chez moi. Donc l'an dernier, il y a 2 ans, j'avais déjà cueilli pas mal de fleurs et ça m'avait tenu longtemps. Donc là, j'essaie de refaire pareil. L'an dernier, j'avais complètement loupé le tilleul, j'étais beaucoup trop tard. Mais là, c'est vraiment parfait. Alors ce que j'aime bien faire, c'est des tisanes et puis aussi de la limonade de fleurs de tilleul. Donc c'est à peu près la même recette que le champagne de sureau dont je vous avais parlé dans le dernier carnet sonore en fait. Donc voilà, là j'ai un joli petit panier, je vais remplir un peu plus et puis après j'irai les étaler dans l'atelier là-haut pour qu'ils sèchent tranquillement sans être brûlés par le soleil. Alors le tilleul c'est marrant parce que c'est vraiment très rapide à cueillir, mais par contre il faut vraiment pas louper le moment parce que c'est très très éphémère, un petit peu comme les fleurs d'acacia d'ailleurs. Donc voilà pour ma petite cueillette de tilleul et je vais aussi faire des feuilles de ronces cette année parce que j'aime bien et ce que j'aime beaucoup aussi c'est les fleurs de framboisier. Donc voilà, on est exactement sous le tilleul et on cueille les petites... Donc ce qu'il faut cueillir c'est pas juste la fleur, c'est toute la petite grappe avec la petite feuille, la petite bractée. Donc tout ça c'est très bon. Et après donc une fois que ces fleurs sont fécondées, en fait, elles vont faire un petit fruit. Donc c'est les petites boules de tilleul que vous connaissez. Et si vous ouvrez la petite boule, il y a une toute petite graine, une toute petite amande. Et ça aussi, c'est comestible. Donc moi, j'aime bien en grignoter au passage, mais je fais rien de très important avec. C'est quand même très chronophage.